Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Le Média. Vous nous regardez sur YouTube, sur notre site internet, sur le canal 165 de votre Freebox et peut-être bientôt sur la TNT francilienne. Pour cela, signez notre pétition sur tntdesindés.fr. Aujourd'hui, une édition spéciale pour l'initiative Together for Palestine, grand concert public de soutien à la population palestinienne, mobilisant de nombreux artistes d'horizons et de nationalités différentes à Paris, le 9 décembre 2025 au Zénith. Tous les bénéfices seront reversés à Médecins sans frontières et au Fonds régional Urgence Gaza, alors n'hésitez pas à prendre vos billets à partir du lien en description. Le média est fier d'être partenaire de Together for Palestine et on vous fera vivre ce concert du 9 décembre sur nos réseaux sociaux. Et pour parler de ce concert, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le chanteur Malik, l'actrice Maud Wheeler, la rappeuse-chanteuse Naira qui est avec nous en visio et la danseuse, chorégraphe, créatrice de contenu et activiste queer féministe décoloniale Habibi. Bienvenue à tous. Merci. Ça va, vous allez bien ? Merci. Très bien. C'est parti pour l'entretien d'actu. Merci à tous de nous avoir fait le plaisir d'être sur le plateau du Média. Je vais commencer par une question collective. Quelle est l'importance de ce concert pour Gaza dans le contexte actuel ? On est à un moment où la lutte elle est en train de faiblir. C'est pas qu'en France elle a été très mobilisée, mais il y a quand même des moments où il y avait un peu plus de mobilisation que d'habitude. Là, on est en train d'arriver à un moment où il y a l'illusion de la paix qui s'est installée parce que c'est le discours principal, parce que c'est le discours dominant. Et évidemment, la paix n'existe pas, n'est pas là. Le génocide est toujours en cours. L'occupation est toujours en cours. Et il faut absolument trouver des moments à la fois de se redonner de la force les uns les unes aux autres, pour ceux qui investissent du temps, de rappeler aux gens que maintenant plus que jamais on va avoir besoin d'eux. Et je crois créer des moments de communion comme ça, pour qu'on, ne serait-ce qu'on se voit toutes et tous, et que les gens qui sont sensibles puissent peut-être venir prendre de la force et de l'envie aussi de s'investir plus, c'est important, plus que jamais là maintenant. Ouais, voilà, c'est l'impression que j'ai là. Naira, toi, tu le ressens, ce désengagement, cette démobilisation ? Je pense que c'est un peu comme tous les moments, enfin toutes les luttes en tout cas, il y a toujours des moments de pic parce qu'il y a une urgence et puis ça redescend une fois que dans les médias traditionnels on n'en parle plus et que c'est plus un sujet abordé. Mais je pense que c'est un travail de continuité en tout cas en tant qu'artiste mais aussi en tant que militant, de perdurer, de faire entendre ces voix-là même quand elles sont tues ou invisibilisées. Et je suis archi d'accord avec cette illusion de paix. J'aime beaucoup cette expression parce que c'est vraiment ce qui nous est transmis. Mais quand on s'attarde sur ce qui se passe, et aujourd'hui on a la chance d'être tous un peu nos propres médias, quand on s'attarde et qu'on regarde réellement ce qui se passe dans les faits, cette paix, en effet, elle est illusoire. Et des événements comme cela, ils permettent à nous, en tant qu'artistes, d'utiliser notre plus belle arme, qui est notre art, pour réunir et pour nous faire sentir utiles et réunir les gens autour d'une même et simple cause qui est l'humanité. Voilà. Maud, toi, tu as été l'une des rares voix, on va dire, du cinéma à prendre autant position et surtout avec des mots qui étaient forts dès le début. Enfin, tu n'as pas hésité à qualifier la situation comme ce qu'elle est, de colonial, d'un génocide. Comment tu expliques ce silence dans le cinéma, ou plutôt, disons, cette méfiance à prendre position ? J'ai honte. J'ai hyper honte du monde du cinéma français. Une honte viscérale, quoi. On me demande souvent si je les comprends. Non, enfin la vérité, je ne comprends pas du tout. Je pige pas. Je sais pas où ils sont, je sais pas avec quoi ils travaillent demain, s'ils vont tourner, ils vont jouer des histoires. Je sais plus pourquoi ils font ce métier et je sais pas comment me raccorder à eux. Non, c'est assez. Moi, je fais un constat hyper amer et peut-être je suis naïve. Je comprends pas du tout ce qui se passe. La France, c'est plus que. On n'est même pas en retard, je veux dire. On est le seul pays. Moi, j'ai bossé un peu dans d'autres pays autour, en Belgique, en Suisse, en Espagne. La France, c'est très singulier, là, ce qui se passe. Le niveau de silenciation, l'inversion des mots, l'apologie du terrorisme, les nouvelles lois qui ont été faites pour venir inquiéter ceux qui s'opposent à un génocide en cours. Tout ça est extrêmement grave.
fait extrêmement peur. Et la bataille culturelle n'a pas lieu en France. Et je ne leur trouve aucune excuse. On ressent ton émotion en tout cas. Et Ouais, je suis triste. Et Habibitch, toi, tu essayes de mener cette bataille culturelle justement. Comment t'expliques ce retard de la France qui a été pris par rapport justement à d'autres pays? On a l'impression que c'est au moins plus simple d'en parler en fait. C'est au moins plus simple. On risque moins de répression peut-être judiciaire ou de répression de juste prendre position. Bonjour la France, merci le média de prendre la parole sur ce sujet. Comment moi j'explique le retard de la France ? Si j'avais la réponse à cette question, je pense qu'on n'en serait pas là parce que du coup j'aurais publié des listes de réponses justement et on aurait pu agir dessus. Non, déjà on est dans un pays, c'est quand même le pays le plus islamophobe de l'Occident, et par islamophobe j'entends arabophobe, c'est-à-dire que la France déteste les arabes.fr.gouv.official, et du coup c'est pas si étonnant en fait de voir une dévalorisation et une déshumanisation des vies arabes prendre cette ampleur-là. Après, il y a tout un contexte historique de culpabilité, de non-positionnement, ou en tout cas du positionnement du mauvais côté de l'histoire, qui est quelque chose d'assez français aussi. Il y a une solidarité coloniale un peu ? Ouais, je pense que c'est... moi, ma lecture décoloniale, c'est le continuum. Donc de toute façon, on est dans une linéarité d'un pays qui n'a jamais accepté d'avoir perdu le bijou de son empire, à savoir l'Algérie, et qui du coup s'attache à des valeurs coloniales en fait, qui sont ancrées dans le patrimoine génétique des Français et des Françaises. Alors moi je suis fichée S, ça me semble important quand même. Je crois qu'on est tous autour de cette table. Ouais, c'est vrai. Je crois que dans la rédac du média... super. Ça me semble important comme trigger warning sur les choses qui vont être dites. Mais ouais, du coup, pas forcément plus d'explications, à part quand même des explications socio-historiques, quoi. Ok, merci en tout cas de nous rappeler nos fiches S. Plaisir d'offrir. On va parler un peu Et plaisir de recevoir. On va parler un peu de vous. Malik, tu as publié une chanson l'année dernière qui a touché, je pense, tout le monde, tous ceux qui ont en tout cas été mobilisés pour la Palestine régulièrement, parce que tu parlais du fait justement de ne pas avoir les mots. On écoute un extrait. Mais j'ai pas les mots, je fais que pleurer, ça me soulage. Pas vraiment, y a des monstres à l'écran qui disent que c'est pas les nôtres. Les enfants qui meurent sur les images, ils ont pas de cœur. Alors on marche, on fait des tours de la ville, on chante pour se donner du courage. Parce qu'on sait pas quoi faire d'autre, les corps ont brûlé toute la nuit. Faut pas qu'on s'habitue aux images, où on n'a pas de cœur. Explique-nous ce qui t'a poussé à écrire ce morceau. L'épuisement. Il y a eu le début de la mobilisation avec cette phase du génocide donc, qui a commencé en 2023, parce que j'estime évidemment que le génocide a commencé en 1947, histoire de mériter la fichesse. Quand 2023 commence, on se dit, bon, c'est reparti, on va marcher, on va crier, ça va servir à... Je crois rien, malheureusement, mais pourtant je le fais quand même. Enfin, on va essayer de changer le récit, d'influer sur le récit mondial tous ensemble, quelque chose comme ça. Et en même temps, j'avais cette impression que peut-être qu'on allait marcher un temps, ils allaient hurler un temps qu'on était pro-terrorisme, méchants, et que les Gazaouis, et puis ils allaient s'arrêter, et puis on allait pleurer les morts, et puis peut-être qu'ils auraient 20 ans de répit. Un truc comme ça. Et puis on voyait les schémas, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les schémas de l'armée qui avance jusqu'à Rafah, et puis des Palestiniens qui reculent, et qui sont de plus en plus, j'ai l'impression de ce truc de gens compressés dans un espace tout petit et tout. Puis il y avait des armées de tanks et des gens qui rentraient face à des gens qui n'avaient rien et qui étaient à Rafah. Et puis je croyais... Je ne suis pas naïf, je suis bien pas confiant dans ce qu'ils allaient faire, mais je me disais, il y a une ligne rouge à un moment. Il y a Rafah, il y a un endroit, le monde entier a dit, là, c'est fini, il n'y a que des réfugiés. Ils vont pas y aller, ils vont pas rentrer, ils vont pas... Et il y a eu la nuit où ils ont bombardé Rafah pour la première fois et on s'est levés tout le matin, tous avec les images de bébés qui brûlent, en fait, en vérité. Là, moi, mon cœur, je ne pouvais plus. Et on a passé, je crois, j'ai plus la chronologie, c'est assez embrumé cette période-là. Je suis rentré dans un tunnel où on était dans la rue tous les jours à République, autour du canal et tout. Enfin, je pense qu'on s'est tous à peu près croisés là-bas. Et ça a duré 4-5 nuits d'affilée où on chantait, on criait, on chantait, on criait. Et du coup, j'étais là-bas et il se trouve que moi, je manifeste souvent seul. C'est
truc, je descends quoi, de chez moi et je vais là-bas. Et donc j'ai passé toutes mes soirées dans les cortèges, je rentrais dans le froid la nuit et tout. Et à la fin de ça, je sais plus le timing, mais il y a Netanyahou qui est invité sur TF1. Ah oui. Et j'ai plus le timing précis, mais c'est ça qui se passe. Et je suis malade. J'ai froid, je suis épuisé, j'ai plus de voix, je suis dead, je suis vraiment malade. Et très honnêtement, je passe ma vie à arrêt pleu. Et j'arrive plus à faire autre chose que pleurer. J'arrive plus à sortir de chez moi, j'arrive plus à manger, je pleure. Et j'arrive pas à aller devant TF1. Et je me sens coupable de fou de pas réussir à aller ce soir-là avec les gens qui vont hurler. Le mec, il est là, quoi. Il y a Hitler, en fait, en vérité. Il y a un mec qui est en train de massacrer un peuple volontairement, méthodiquement. Et il y a les médias français qui sont en train de dire peut-être qu'au nom de la démocratie et de la liberté de la presse, c'est normal qu'on entende chaque camp. Comme s'il y avait des camps égaux entre le massacreur et le massacré. Il n'y avait aucun contradictoire, d'ailleurs. Aucun, ouais. Il fait son interview de TF1. Et j'y suis pas. Et j'ai écrit cette chanson-là à ce moment-là. Parce que j'arrive pas à sortir de chez moi, parce que j'arrive pas à y aller, et que j'ai l'impression qu'il faut absolument que je fasse quelque chose. Ça fait des mois que je prends des notes pour essayer de dire des choses. Et j'ai écrit cette chanson-là cette nuit-là par épuisement, par incapacité à y aller, par volonté de quand même participer à l'élan collectif. Et j'arrive... Voilà, c'est ça qui s'est passé. Et je vais faire le truc de boomer, de lire les paroles d'un morceau, parce que je pense que c'est important parce que tu viens de nous donner un indice sur... tu dis dans ce morceau, alors on marche, on fait des tours de la ville, on chante pour se donner du courage, parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre, les corps ont brûlé toute la nuit, faut pas qu'on s'habitue aux images où on n'a pas de cœur. Est-ce que vous pensez collectivement qu'on s'est habitué à ces images, qu'on s'est habitué là depuis 2 ans aux horreurs qu'on voit? Il y a une partie d'habitude. Moi, j'ai jamais autant pleuré de ma vie. Je pensais pas que c'était possible de pleurer autant. Je pense les 5 premiers mois, j'ai pleuré tous les jours. Tous les jours. Et pareil, j'étais dans un espèce d'état d'esprit de me dire que ça n'allait pas durer, que c'était pas possible, que en fait il y avait une partie de moi, bien que je sois nihiliste politique, et on le comprend, je pense, au vu de l'état du monde fasciste, mais il y avait une partie de moi qui me disait que c'était pas possible que l'humanité tout simplement laisse faire ça, et qu'il y avait il y allait avoir un déclencheur en fait de réveil d'humanité. Et à force de ne pas le voir se passer, ce déclencheur, il y a un truc qui se brise en nous. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut partager tous ensemble, quoi. Il y a quelque chose de brisé qui va avec le non-réveil de l'humanité, qui va avec les images qui s'accumulent. Et oui, au bout d'un moment, il y a une certaine désensibilisation. Il ne faut pas la laisser s'installer. Et c'est pour ça qu'on est plein à faire plein de choses, et qu'il y a ce concert, qu'on est tous et toutes en train d'implémenter notre rage, notre tristesse, notre deuil dans nos pratiques artistiques, parce qu'il nous reste plus que ça. Et que effectivement, on a tout essayé, et que on s'est tous dit que ça ne durerait pas aussi longtemps. Au-delà de ces 2 dernières années, plus les 77, bien sûr, puisque il va falloir continuer sur le long terme, et c'est ça qu'on a compris. Je pense que ça, c'est une des gifles qu'on s'est prises aussi ces derniers mois, c'est de se dire qu'en fait, bien sûr qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. Alors, let alone la paix. C'est la paix, de toute façon, tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de paix, parce que no justice, no peace, évidemment. Mais ouais, et là, je pense qu'on a bien compris collectivement qu'on était assis là-dedans, là, dans le long terme. Et que on va se laisser encore impacter, mais qu'on va se saisir de notre peine, de notre souffrance, qui est moindre face à celle des Gazaouis, évidemment, des Palestiniens et des Palestiniennes, mais qu'on va s'en saisir pour continuer à agir, en fait. Naïra, est-ce que tu as ressenti ce besoin aussi d'utiliser ton expression artistique comme catharsis de cette période qui était compliquée, si tu étais quelqu'un qui ressentait les choses de manière aussi violente sur la Palestine? Enfin, je pense qu'on a tous autour de cette table, on a pleuré pour la Palestine pendant cette période. Donc, est-ce que tu as utilisé ta musique comme outil d'expression à ce moment-là? Alors déjà, je suis très émue d'écouter et d'entendre tout le monde parler, et de me dire que en fait, j'étais pas toute seule dans ce ressenti, et qu'en fait, on était beaucoup, si ce n'est quasi tous. C'est un peu une thérapie de groupe ce qu'on fait là. Clairement, c'est un peu ça. En fait, moi, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai grandi malheureusement avec cette situation en Palestine. C'est-à-dire que les premiers freestyles que je faisais quand j'avais 13-14 ans, un des premiers freestyles que je fais sur ma page Facebook à l'époque, j'étais vraiment bébé, c'est un freestyle qui veut
personnifier la Palestine. Et donc, c'est vraiment une de mes premières quasi-chansons que j'écris. Avec le recul, je me dis quand même que j'étais assez jeune et que j'avais déjà conscience en fait de la gravité de ce qui se passait. Mais en fait, quand je fais la rétrospective de tout, c'est depuis toute ma vie, j'ai grandi aussi dans une famille et qui a mis le doigt là-dessus. Et c'est des sujets qu'on abordait régulièrement à la maison parce que ça nous touchait directement au vu des amis de la famille, des proches, des réfugiés palestiniens qui venaient régulièrement à la maison, etc. Donc j'ai toujours baigné là-dedans avec la conscience de me dire que c'était pas normal. Et plus je grandis, et plus cette tristesse s'est transformée en colère profonde et c'est devenu limite un trait de personnalité, quoi. C'est que ça fait partie d'un tout, de tout un système. Justement, on parlait de fascisme, mais c'est tout un système en fait qui est oppressant et oppressif et qui te questionne en fait sur est-ce que finalement l'humanité c'est les humains qui la portent, quoi. Parce que c'est pas normal que j'ai quoi, j'ai 27 ans maintenant. C'est pas normal qu'en 27 ans, il y ait rien qui ait bougé et que ça soit toujours cyclique et que aujourd'hui encore, on parle, et je pense que c'est récent, mais qu'on parle qu'on pose un terme sur ce qui se passe, sur ce génocide. C'est important de le dire parce que pendant des années, on a réfuté ce terme, on a trouvé d'autres mots pour parler de la situation en Palestine, mais c'est le terme, c'est un génocide qu'on vit en fait depuis des années, et un génocide, ça prend des années. Et donc tout à l'heure, on parlait de cette question de pourquoi c'est important, parce que c'était important avant nous, c'est important pendant qu'on est là, et ce sera important après nous, parce que ces histoires-là méritent d'exister, et en fait, peu importe l'issue, ça ne sera jamais pardonné. Et c'est pas pardonnable. J'étais encore ému de l'intervention pour réagir, mais effectivement, il y a la question de mettre les mots et de qualifier. Je voulais vous parler justement de cette qualification de génocide. On sent qu'à partir d'un certain degré d'engagement sur la Palestine, ça a un impact sur nos vies professionnelles, sur nos vies artistiques, etc. Donc je voulais vous demander l'impact que ça a eu respectivement sur vos trajectoires, sur vos carrières. Maud, peut-être commencer par toi. Quel impact ça a eu, ton engagement pour la Palestine, sur ta trajectoire ? Ça a eu un impact de beauté. Moi, j'ai rencontré des gens... la Palestine m'a fait rencontrer des gens très... Avec une âme, avec une force super belle. Alors, je suis très reconnaissante et très humble de tout ce que j'avais à apprendre, de tout ce que j'ai encore à apprendre. Moi, c'est les Palestiniens qui m'ont rassurée le plus souvent quand j'étais triste. Je veux dire, cette leçon-là, palestinienne... Oui. C'est une merveille. On ne peut pas tuer la beauté. Alors ouais, on peut essayer de lui casser la gueule régulièrement. Mais je veux dire, si moi, ça a changé quelque chose, ça m'a appris, ça a donné un... Je sentais bien que quelque chose déconnait par l'exemple et dans le milieu du cinéma français, vraiment précisément. Aujourd'hui, on le voit, tout ça marche sur la tête. L'industrie du cinéma marche sur la tête, ok. Donc les stars, maintenant ça va plus être les stars, ça va être les influenceurs qu'on va mettre à la tête de films. Plus personne ne sait comment ils s'appellent, plus personne ne sait de quoi ils parlent. Ce qui provoque un lissage. Oui, on sort des scénarios écrits par l'IA qui seraient à peu de choses près, les scénarios qu'on voit apparaître. On a le film, on a le même film fois 100. Il y a ce collectif qui s'appelle La Palestine sauvera le cinéma, et c'est un peu un gimmick parce que c'est un projet fou, mais l'espoir est une discipline. Mais je pense qu'il y a de ça. Je pense que de toute façon, il faut tout réinventer. Et le cinéma français, en particulier, la façon de produire des films, la façon de penser, d'écrire, de créer, d'inventer ensemble... Pour moi, c'est une occasion en or, ce que j'ai appris de la Palestine, de repenser l'endroit où je réfléchis, l'endroit où je crée, l'endroit où je travaille avec les autres. Ce que ça m'a coûté, je sais pas, je suis privilégiée, je suis blanche,
c'est assez drôle, personne comprend trop d'où je viens, pourquoi la Palestine me touche au cœur et tout. Moi-même, je sais pas si je comprends, je comprends pas comment ça peut ne pas toucher à la rigueur. Enfin, j'inverse la question parce que... mais je veux dire, pour le moment, ça va. J'ai encore mon intermittence. S'il faut inventer autre chose demain pour bouffer, j'ai fait 1000 petits... Je sais pas, j'inventerai les choses, mais... je trouve pas d'excuses. Si on a des choses à perdre, on aura d'autres choses à gagner. Je veux dire, tout va bien. Moi, je suis très reconnaissante j'ai fait des rencontres inouïes. Voilà, c'est bon. Malik, merci. On en parlait avant l'émission de cet impact que ça peut avoir. Déjà, pour aller dans le même sens, j'ai pas l'impression d'avoir perdu de choses. Okay. Bon, je vais te répondre précisément, mais on a surtout réorganisé nos vies, je crois. Enfin, une bonne partie des créatrices et des créateurs que je connais. Moi, j'ai une vie de songwriter depuis longtemps. Et du coup, il y a aussi beaucoup de gens avec qui, naturellement, j'ai plus de contact, mais sans spécialement de conflit. C'est-à-dire, c'est un sujet qui t'éloigne des gens, naturellement, parce que tu te rends compte que, ils sont un peu frileux. Et si t'es même un peu frileux sur le fait qu'on n'a pas le droit de massacrer des gens, on avait dit qu'on n'avait pas le droit, en fait, à la base. On a tous été à l'école républicaine, tu vois, tout ça. Et soit ce récit-là, c'est un récit de réconciliation de nos histoires communes. On dit, en fait, à partir de nous, on n'a plus le droit. Il s'est passé ça, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés tous ensemble sur le même territoire et tout. Et la France, il y avait une genre de promesse derrière, on va être le pays des droits de l'homme. Qu'on y croit ou non, mais c'est une promesse qui existe. Soit on y croit, soit là, il y a un problème entre ceux qui y croient pas et ceux qui y croient, tu vois. Et du coup, j'ai vu des gens qui, en fait, s'en foutaient de tout ça, de ces valeurs-là. Et toi, tu t'es naturellement éloigné? Moi, je me suis éloigné. Eux, ils se sont éloignés. On n'a plus de nouvelles les uns des autres. Donc, j'ai perdu, plein d'opportunités de taf. Et aussi, ça a changé mon rapport avec le fait que, du coup, j'écris avec beaucoup de gens. Et que j'entendais souvent, je voudrais faire une chanson sur tel sujet. Donc, je mélange montée du fascisme et le sujet palestinien. C'est-à-dire l'état du monde actuel. Et c'était beaucoup. Je voudrais faire une chanson qui parle de ça parce que tu sais, c'est mes valeurs profondes. Mais je voudrais quand même faire une chanson qui ne soit pas attaquable. Oui. La peur de comment on market ça. Enfin, vraiment, j'avais des... Je comprends ça ou pas? Non, pas du tout, non, je les emmerde. J'entendais des choses absolument lunaires dans des studios ou dans des discussions avec des artistes, avec des gens qui chantent. C'est pas des artistes, c'est vraiment des gens qui chantent. Et naturellement, moi, j'ai fait ça. Et aussi, naturellement, par mes prises de position publiques, il y a aussi plein de gens qui m'ont contacté en me disant... Ah non, il y a aussi l'effet inverse, et c'est pour te rejoindre, c'est-à-dire que d'un coup, j'ai rencontré plein de gens. Oui, on s'est rencontrés comme ça, d'ailleurs. Par exemple, tu vois. Et puis des gens avec qui je fais de la musique aussi, et puis on s'est vachement rapprochés autour de ça, parce que tu te dis, t'as pas peur de cette parole publique. Ton cœur, il est brisé, donc t'as un cœur fonctionnel. Déjà, juste se reconnaître en tant que gens, quelle que soit la raison, je t'entendais dire, je sais pas, parce que t'as un cœur fonctionnel, au même titre que tous les autres, et je pense qu'on est tous légitimes à être touchés de la même manière, c'est l'impression. Et en fait, je crois qu'on reconstruit en même temps qu'on déconstruit, si tu veux, là. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression d'avoir perdu quoi que ce soit. C'est ça la vraie réponse. La version courte, c'est j'ai pas l'impression d'avoir perdu que... J'ai gagné beaucoup de choses, beaucoup de connexions avec des gens que j'estime hautement. Et même si on parle de perte professionnelle et de comment on réorganise sa vie, on a plus ou moins les reins solides au moment où ça arrive. Et on reconstruit des connexions avec d'autres gens qui sont d'accord avec ce qu'on a à dire en place publique. Et d'ailleurs, j'ai même été assez étonné que même dans le monde de la production et tout, moi, j'ai rencontré plein de gens, notamment avec les discours dans la musique, là, qui étaient super d'accord pour produire ce que moi, je dis, et pour discuter avec moi de comment on monte des partenariats autour de cette musique-là, sans jamais me dire, mais il faudrait peut-être faire autrement. C'est parce que peut-être qu'il y a aussi une demande populaire qui a été vue sur les 2 dernières années, où il y a vraiment beaucoup de gens qui réclament de la part de leurs artistes et de leurs créateurs de l'engagement. D'où l'intérêt d'avoir un art engagé, c'est-dire que ça change. Je te pose la question aussi, Habibitch, est-ce que tu remarques aussi le fait qu'il y a une demande populaire là-dessus? Il y a des gens qui ne s'arrêtent, qui pour eux c'est pas suffisant de juste dire Free Palestine une fois, ils réclament de l'engagement de la part de leurs artistes.
Moi, j'estime que là, la société française spécifiquement, elle est extrêmement polarisée de toute façon, et que la Palestine le révèle. De toute façon, c'est pas nous qui libérons la Palestine, c'est la Palestine qui nous libère, et que la Palestine a toujours été le compas moral, en fait. Encore une fois, moi, je découvre pas la Palestine et l'occupation coloniale de ce peuple-là. Depuis le 7 octobre 2023, moi je suis algérienne de toute façon, donc l'Algérie a vaincu, la Palestine vaincra. Moi je suis rentrée dans la politisation par la Palestine, un peu comme ce que tu disais Naïra. Donc moi, mon premier sentiment d'injustice, il vient de l'occupation coloniale de l'apartheid israélien. Parce qu'on n'a pas encore nommé l'État d'Israël, ce qui est assez surprenant. Oui, c'est vrai. Donc je l'ai fait. Et du coup, mon entrée, c'est ça, dans le sentiment d'injustice, il vient de l'occupation israélienne du peuple et du territoire palestinien. Et de là découle mon engagement politique qui précède aussi ma pratique artistique. Mais du coup, pour moi, l'art, de toute façon, intrinsèquement, est politique. Ça n'existe pas un art qui est apolitique, puisque ça n'existe pas. D'où la conférence Décoloniser le dance floor. Quelle belle transition, Amine. Dont tu vas parler. Mais je n'avais pas fini de parler de la Palestine avant de parler de mon propre travail. Non, mais parce que c'est important pour moi de rappeler avant toute chose que oui, peut-être qu'il y a une demande populaire de plus d'engagement de la part des artistes, mais pour moi, c'est un non-sens, c'est de l'ordre du pléonasme de demander à des artistes d'être engagés, parce que des artistes silencieux sont des artistes engagés, mais du mauvais côté de l'histoire. Et donc... Du coup, nous, on est engagés certes, mais juste on est du bon côté de l'histoire. En fait, c'est normal. Et du coup, moi, je suis pour une renormalisation en fait d'un engagement politique clair, précis, public, communicant, parce que en fait. Les autres qui ne sont pas dans cet engagement clair, précis et communicant le sont quand même, en fait. Ils sont quand même engagés. Le silence est politique. Le silence n'est pas neutre. Et ça, c'est une illusion de l'universalisme républicain français. C'est vrai. De dire que le silence est neutre, que l'objectivité, ça existe. L'objectivité n'existe pas. Nous sommes tous et toutes des points d'énonciation. Donc, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, de toute façon, c'est engagé. De toute façon, c'est politique. Donc déjà, il faut une réconciliation, en fait, de ces deux enjeux, de l'art et de la politique, qui sont... d'ailleurs qui devrait être toujours ensemble, ça devrait être une base de vie. Et ensuite, ce qu'on a perdu collectivement en fait dans notre chemin, pas de la libération de la Palestine, mais de la main tendue de la Palestine vers nous, ça n'a pas de prix face au fait de s'endormir tous les côtés, tous les soirs du bon côté de l'histoire. Ça c'est super important pour moi de le rappeler. Voilà. C'est important ce que tu as dit sur le silence, parce que je pense que c'est un très bon moyen de lire la situation, où il y a des gens qui essayent de justifier leur silence par le fait de dire c'est pas mon sujet, je laisse les autres en parler, etc. Il y a une sorte on te décrédibilise un peu, on te dit tu n'es pas légitime à en parler, quoi. Mais c'est que sur la Palestine, vous avez remarqué. Sinon tout le monde a un avis sur tout. Mais alors la Palestine, c'est pas ton sujet, Jean-Baptiste. Zut. Je m'en mêle pas. Ouais, voilà. Non, c'est trop compliqué. Oui, l'aspect complexe aussi, ça te permet de justifier ton silence. Et je trouve que c'est important de rappeler aussi que le silence, c'est une prise de position. C'est le fait de dire. Mais du coup, vu que je voulais absolument faire ma transition tout à l'heure, je voudrais que tu nous parles du coup de ta conférence Décoloniser le dance floor, parce que je trouve que c'est hyper important ce que tu as dit de repolitiser l'art, mais aussi de politiser des espaces qui le sont intrinsèquement, mais qui dans l'esprit des gens peut-être ne le sont pas. Donc est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur cette conférence du coup? Oui, c'est un super spectacle à Skip. Ça, on n'en doutait pas. C'est un seul en scène que je tourne depuis 8 ans et demi maintenant. Et okay. Du coup, c'est à la fois une conférence de socio-histoire, parce que vous avez capté, c'est un peu comme ça c'est une de mes passions, qui est mélangée à un spectacle de danse, parce que je suis aussi danseuse professionnelle, et qui est mélangée aussi à un spectacle de stand-up, parce que je trouve que l'humour, c'est un outil qui est sous-coté pour faire de la pédagogie. Et du coup, c'est un peu tout ça mélangé, et c'est cool. Et j'en ai écrit un livre, et il sort bientôt. Ouais. Bah écoute, tu viendras faire la promo sur le média. Et non, et c'est chouette de faire ce spectacle-là et de voir l'effet boule de neige qu'il a, même des semaines, des mois, des années après son passage, où ça fait changer un petit peu les choses, quoi, ce qui est le but de mon activisme au final. On reparle du fait de politiser à travers la culture, finalement.
Comment on fait pour mobiliser les gens pour un concert typiquement comme celui qui est prévu au Zénith le 9 décembre? Est-ce que c'est une forme de spectacle ou d'événement qui peut attirer des gens qui ne sont pas forcément intéressés par la question palestinienne, qui peuvent venir juste pour la musique et qui peuvent se retrouver justement à se politiser sur place? Déjà, il faut leur dire qu'ils ont le droit de ne pas être politisés et de venir. Ils ont le droit d'être curieux, les gens. Enfin, on n'arrive pas tous avec la même histoire et avec la même connaissance du sujet. Donc, si des gens veulent aller voir la liste de noms d'artistes, ils vont forcément trouver quelqu'un qu'ils ont envie de voir. Ce que je trouve très très beau d'ailleurs moi sur ce plateau-là, c'est que il y a vraiment, c'est très très éclectique. Il y a des gens qui viennent vraiment de partout. Donc s'il y a des gens qui ont envie de venir pour ça, sentez-vous de venir pour ça. Et puis nous, on essaiera de vous convaincre que de rester pour d'autres raisons. Ça, c'est notre travail à nous. Si vous êtes ne serait-ce que sensible à la cause et que vous hésitez encore à venir, venez, la cause en a besoin en fait. C'est tout. Si quelqu'un a autre chose à dire là-dessus. Non, mais il y a quelque chose de rendre aussi, de faire le relais d'une culture palestinienne, parce que le génocide, c'est aussi ça. C'est toute une culture qui est attaquée. Et là, je veux dire, là, alors ça, il faut 1 minute pour s'en rendre compte. La culture palestinienne, enfin... Offrez-vous de connaître ça. Je veux dire, la poésie palestinienne, la musique palestinienne. Moi, j'ai entendu, parce que pendant 2 ans, j'essayais de parler à mes collègues, actrices. Parfois, tu me demandais, est-ce que je comprends? Ils m'ont parfois balbutié quelques excuses. Ils ont justifié leur silence. J'ai honte pour eux de ce qu'ils m'ont dit. Certains m'ont dit, des gens très, très connus, qu'on voit dans un film sur 3, m'ont dit l'art est interdit à Gaza. Ah bon? Alors, première ce nouvelle. Degré-là. Alors, j'essaye de rester... C'est l'idée, je suis polie. Ok. Alors, je dis... D'où tu tiens cette information? Je suis justement là, ce soir, je suis à une soirée avec des peintres réfugiés gazaouis. Viens. En fait, venez, on se rencontre. Parce que c'est pas possible d'entendre... C'était 2025, C'est pas possible d'entendre des choses comme ça. Et le racisme qu'il y a derrière une phrase comme ça, c'est sale. C'est vraiment honteux. Donc, venez, tout a gagné, je veux dire. Heureusement qu'il y a de l'altérité, heureusement qu'on ne se tourne pas autour du nombril toute la vie. Et là, l'exercice franco-français de trouver son nombril absolument fascinant, H24. Offrez-vous d'autres nombrils, je vous assure. Waouh! Et surtout, la culture palestinienne, pour le coup, est extrêmement importante dans la mémoire collective. Il y a un côté de... On va continuer de faire de l'art, justement pour que personne ne nous oublie. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter des camps de réfugiés palestiniens en Jordanie. Il y a énormément d'artistes, de peintres, de créateurs sur place qui font vivre la mémoire palestinienne. Et je ne sais pas quel est cet acteur qui a dit que l'art était interdit, mais pas du tout. Naïra, je voulais te demander à toi aussi comment tu te prépares pour ce concert. Est-ce que tu viens avec aussi l'idée d'introduire la question palestinienne à des gens qui peut-être ne connaissent pas, qui peut-être vont venir pour voir de Pomme sur scène ou d'autres artistes sur scène, etc., qui sont peut-être pas politisés forcément sur la question palestinienne? Moi, ce que je trouve déjà hyper intéressant, c'est qu'on aborde cette question de la culture palestinienne et j'aimerais, si possible, faire des gros bisous à Tata Rania, qui a un compte qui s'appelle Les Petits Plats Palestiniens. Des gros bisous à Foupou et à Tamou aussi. Elle avait un restaurant qui s'appelait Arji, qui était à Paris et qui était justement un centre culturel palestinien Porte de la où Chapelle. elle faisait exactement, où il y avait à manger, mais il y avait aussi beaucoup d'événements, il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ce lieu qui malheureusement a été fermé au vu de tous les bâtons dans les roues qu'on a pu lui mettre. Et moi, je suis toujours heureuse et hyper émue quand il y a de nouveaux espaces comme cela, même s'ils sont éphémères, qui se créent. Parce que je pense que pour le coup, c'est pas juste un événement c'est pas juste un concert,
parce que de ce que j'ai compris, il va y avoir des interventions de Gazaouis, d'intellectuels concernés et qui vont pouvoir justement renseigner et informer au mieux sur ces sujets-là. Il va y avoir des danseurs, il va y avoir des chanteurs, enfin des groupes qui sont aussi concernés par cette culture et qui est une nécessité absolue parce que c'est comme ça qu'on tue un peuple, c'est en lui arrachant sa culture et en dénaturant, en fait, en lui faisant perdre toute son identité. Quand on enlève l'identité de quelqu'un, bah, en fait, c'est comme ça qu'on le détruit. Et je pense que en tant que femme amazigh, c'est des discours que j'ai déjà entendus dans ma famille plus jeune. Cette histoire de on efface ton identité pour y replacer quelque chose à la place. Et c'est vrai que pour ce concert-là en particulier, je suis en train de composer une chanson où pour la première fois je parle en tachifite sur le refrain. Donc j'ai très hâte Est-ce que c'est une exclue pour le média ou C'est une exclue pour le média, je vous le dis, c'est une exclue. Mais c'est fou. On a trop hâte d'entendre ça. Et ben, Neyra, vu que tu viens de nous donner une exclue, moi je voulais revenir sur quelque chose dont tu as parlé récemment, c'est ton indépendance, et ton indépendance artistique notamment. Est-ce que c'est cette indépendance aussi qui te donne la liberté de pouvoir prendre des positions ? Bah, je pense que oui, si on est honnête, voilà. Je pense que oui, et je pense que c'est une vraie volonté parce que j'ai toujours été comme ça, enfin, j'ai grandi comme ça, je dis ce que je veux, quand j'en ai envie, et il n'y a personne au-dessus ou à côté de moi qui est capable de me dire de la fermer. Et donc, on est aussi dans un système gangréné où je pense que beaucoup d'artistes restent silencieux, parce qu'on parlait des artistes qui restent silencieux, mais je pense que derrière les équipes marketing doivent avoir un rôle aussi là-dedans, et je préfère être intègre, garder main-mise sur tout ce que j'ai à dire, quand j'ai envie de le dire, si j'ai envie de prendre mon téléphone tout de suite et d'insulter qui j'ai envie, je peux le faire sans que personne me dise c'est une très mauvaise stratégie marketing, je fais ce que j'ai envie. Et puis surtout, je pense que ça permet aussi d'aborder au-delà du sujet du génocide en Palestine, ça permet aussi d'aborder le génocide au Congo, ce qui se passe au Soudan, ce qui se passe pour les Ouïghours. Donc en fait, que l'humanité, elle soit pro-max et de réunir des gens au maximum et d'influencer, entre guillemets, parce qu'on a un peu ce rôle-là aussi en tant qu'artiste, on a des grosses plateformes avec des gens qui nous suivent, mais d'informer, de relayer les bonnes informations via des informateurs qui sont sûrs et qui ne désinforment pas. Et voilà, donc oui, l'indépendance, elle est primordiale pour moi à ce niveau-là. Et on parlait d'opportunité aussi tout à l'heure, donc ça rejoint un peu cette idée-là. Pour moi, une opportunité ratée n'en est jamais une. Donc si je me ferme des portes, c'est que c'était pas mes portes, j'en ai rien à foutre. Voilà. C'est très clair. Malik, je vais rebondir avec toi. Pareil sur l'indépendance, on en parlait du fait que oui, c'est pas des portes qui se ferment parce que, en tout cas, je pense qu'aucun de nous n'aurait eu envie de bosser avec des gens qui vont jamais de la vie, qui vont justifier ou se taire sur le génocide en cours. Mais je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais je voulais savoir, est-ce que vous avez dans vos entourages des gens qui ont sincèrement peur, ça veut dire que sincèrement qui se disent par souci de précarité économique ou par souci de se dire dans une situation de moi en tant qu'artiste je vais pas me mouiller là-dessus et je préfère rester tranquille dans mon coin et voilà. Définis entourage. Non mais quand je dis est-ce que c'est quelque chose j'ai compris la que vous question. comprendre Entourage proche, non déjà au nom de mes proches. Oui. Dans l'entourage, le vrai. Je ne me permettrai pas de le dire. C'est interdit. Ils sont sortis déjà. Ok. Ceux-là. Ils ont existé. Ils sont sortis du jour au lendemain. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation. Arrive un moment où si je peux pas dire ce que je dis là, en plus. Moi, c'est un truc assez intime. Ce que je dis, j'ai pas ni la connaissance ni le. Il y a des gens qui articulent politiquement mieux que moi et tout, les choses, tu vois. Ce que je dis là, moi, c'est basique dans les chansons en réalité. Si t'as pas cette base-là, non, mais je veux dire, enfin, en tout cas pour moi, c'est ma base. Si t'as pas ça, tu sors. Est-ce que dans l'entourage,
dans la musique, moi j'en ai connu à ma place de songwriter, des gens qui te disent, qui ont sincèrement peur. C'était ça ta question. C'est pas un calcul. Oui, je le vois pas comme un calcul, ou plus des gens qui se disent, j'ai pas envie d'y aller. J'ai une carrière je suis pas légitime. Je suis pas légitime. Ma réflexion ces derniers temps, ça a été de me dire, ces gens-là, ils existent. Et je peux discuter une fois avec eux de pourquoi ce qui les amène à penser que c'est pas leur place, ou ce qui les amène à penser qu'ils n'ont pas la connaissance pour en parler, c'est leur lâcheté. Cette lâcheté, elle a été créée, que c'est un outil politique, et qu'on leur a dit, et d'ailleurs ça rejoint ce que tu disais sur pouvoir dire exactement ce que tu veux et on s'en bat les reins, quelque part. En gros, notre travail d'artiste, il faut que tu l'assumes, c'est aussi d'être en première ligne et de dire, voilà l'état de mon cœur, voilà ce que je sais vrai. Et je vais aller le dire en première ligne, la fenêtre de Horton. Je vais aller le dire en première ligne pour repousser les limites de ce qui est dissible à la machine à café, en gros. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole en place publique, j'ai l'impression quand même, je les pardonne un peu plus facilement de ne pas avoir mis à l'épreuve leur lâcheté. De se dire, OK, par instinct de survie, on a tous une partie de nous qui va appartenir au groupe. Ça fait partie de notre instinct de survie. C'est-à-dire qu'on sait qu'en tant qu'espèce, on survit en tant que groupe organisé. Et donc, mais il est trop bien, nous, notre groupe organisé. Rejoignez notre groupe organisé. Je suis d'accord. Je dis juste que si j'essaie de comprendre la personne qui prend pas la parole, là je parle pas des artistes. Les artistes, encore une fois, la fin de la réponse, c'est j'en pardonne aucun. C'est clair. je comprends quand ceux qui prennent pas la parole en place publique, ils soient sujets à cette forme de lâcheté, parce qu'ils ont peur d'être montrés du doigt. Ils ont peur qu'on dise toi t'es bizarre, toi t'es peut-être complotiste, toi t'es peut-être. Justement, nous, notre rôle à nous, c'est d'effacer complètement ces questions-là, de faire de la spéléo juste là, et de revenir avec un constat sur ce qu'on a vu. Un constat honnête. Tu te rends compte que tu es obligé de le dire dans un langage sensible, sinon tu ne peux pas décrire ce que tu as vu. Et du coup, on décrit ce qu'on a vu en bloc, on le pose en place publique et on le défend. Parce que c'est une réalité. On défend cette vérité-là. Si tu fais pas ça, tu n'es pas artiste. Si tu n'es pas artiste, et quand il s'agit de se mettre au service de causes qui sont beaucoup plus grandes que nos petits égos, que nos petites histoires à nous, tu n'as pas ta place. Et une fois que le monde devient ce qu'il est en train de devenir, je fais partie de ceux qui pensent que tu es banni tout court. Donc non, dans l'entourage, il n'y a pas, il n'y a plus, il n'y aura pas, il n'y aura plus. Non, moi, never. Ça n'a jamais été le cas, ce ne sera jamais le cas. Et Mais tu t'imposes cette exigence aussi de dire aux gens que tu côtoies ou ton entourage, il y a un minimum à suivre politiquement là-dessus sur la Palestine. Frère, c'est ma bio Tinder. C'est Free Palestine. Oui, c'est clair. Tu vois, je peux pas. Il y a un tri. Ouais, c'est immédiat, mais parce que pour moi, vous avez capté, c'est juste, ça fait partie de moi de toute façon. Donc, c'est même pas des conversations que j'ai. Mon entourage proche, évidemment, l'entourage mi-proche, ça dégage en 1 seconde et demie si jamais on n'est pas dans la team From the River to the Sea, de toute façon. Mais je vais juste rappeler quand même que la peur est un outil politique qui a été implémenté par les pouvoirs en place pour pouvoir scléroser en fait les luttes de libération spécifiquement décoloniale, et que moi je suis matérialiste politique et que je sors toujours de l'émotion, bien que je comprenne les émotions et que les gens puissent ressentir de la lâcheté, de la peur, de la culpabilité, etc. Mais moi c'est pas un domaine conversationnel qui m'intéresse, parce que je le trouve pas pertinent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la matérialité politique en fait des outils qui nous entourent et des outils de la dominance, et la peur en fait partie. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de contrôler un peuple qui a peur que d'ouvrir la porte à une réelle liberté en fait d'expression, et que ça a été très visible ces dernières années quand on a justement les lunettes pour voir cette implémentation politique, que justement il y a ce qu'on disait tout à l'heure, il y a toute une batterie en fait de contre-pouvoirs face à la libération décoloniale de la Palestine, notamment avec les accusations d'apologie du terrorisme, les accusations d'antisémitisme, l'espèce d'épée de Damoclès qui plane en permanence sur la tête des artistes, de dire vous n'aurez pas ces programmations-là, vous n'aurez pas de job. Mais ce qui est factuel, ce qui est réel, moi ça m'est arrivé évidemment, j'ai perdu plein de jobs, etc., mais qui n'étaient pas les miens, comme on dit en fait. Mais je veux dire, c'est important de le dire que c'est pas que de l'ordre du micro individuel. Moi aussi, j'ai raté ma vocation d'Europe 1, CNews. Merde, moi je voulais chroniquer sur France Inter et on m'a jamais proposé, c'est bizarre.
Non, mais que c'est important de dire que c'est un outil politique et qu'il y a des personnes derrière tout ça, il y a des systèmes derrière tout ça qui réfléchissent à ces choses-là. Ah bah oui, bien sûr, qui et l'organisent. qui l'organisent, voilà, collectivement. Mais par un truc qui va ensemble, continuité, quoi. je veux dire, on n'a pas découvert là. Ceux qui avaient peur et qui déjà rigolaient aux blagues sur les tailles de tubs sur les plateaux, de peur d'être jugé si on rit pas, si on n'est pas dans la goguenardise liée à ça, c'est le continuum. Si on était déjà d'accord d'accepter des gestes dégueulasses qui nous mettent super mal et qui nous placent en état de sidération au moment où on doit être en train de juste faire son travail, l'énergie qu'on mettait sur un plateau à juste faire en sorte c'est bon, c'est déminé, je peux éventuellement juste me concentrer sur ce que j'ai à faire ici. C'est dans la même logique. C'est pour ça, la Palestine sauvera le cinéma, entre autres, parce que c'est une lutte libératrice. Bah ouais. En fait, c'est un truc, ça devrait être la base, mais tu t'ouvres les yeux, comment ça va? Est-ce que vous pouvez réellement travailler sur un plateau avec des gens qui sont en détresse? C'est une vraie question. Ouais. Tu peux faire ça, tu peux travailler à côté. Moi, j'ai travaillé, parfois j'étais avec des bébés, ils ont 7 jours, le bébé pleure, on n'a pas le temps et tout, c'est un court-métrage chez Fauché, il faut qu'on le tourne. Je dis pardon, il y a un enfant de 7 jours qui pleure, il a faim. Donc, moi, puisque à ce moment-là, personne ne le fait, les gens dont c'est le métier d'arrêter de faire une pause, bah alors moi, je le fais. Moi, je dis, on arrête et puis on reprendra quand ce bébé aura... Et c'est le même... Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué. C'est pour ça, c'est trop compliqué. Moi, je comprends pas ce qui est compliqué. C'est pas compliqué. Juste, venez, on fait gaffe. C'est une histoire d'attention. C'est le b.a.-ba ou quoi. Il y a une logique. Donc, la logique de la peur, oui, il y a eu peut-être des coups de fil. Et les coups de fil, je vais vous dire, ils sont assez dégueulasses parce que il n'y a rien à critiquer. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils veulent dire Mais ils peuvent dire attention, peut-être que. Oui, et puis il n'y a jamais. Les phrases ne sont pas finies en réalité. Donc ça met encore plus dans un trouble. Je devrais faire attention à je ne sais pas quoi. Donc j'ouvre très large et je me noie dans mon propre trouble. En fait, reprenez confiance en vous. Individuellement aussi, et collectivement, si vous avez besoin, on est là, mais aussi individuellement, en tant qu'artiste. Et vous voulez que je vous dise, je vais un peu plus loin sur le court terme des profits capitalistes que peut-être chacun, les artistes stars qui avaient beaucoup à perdre, ont pensé. En fait, le public, si demain, vous êtes un acteur qui arrête de réfléchir au texte qui dit, à l'histoire qui raconte, vous n'êtes pas intéressant. Oui. Ce que je pense aussi sur l'exigence du public là-dessus. Déjà, plus personne vous croit parce que le cinéma, en plus, a cette faculté de tromper, de fondre une sorte de réalisme. Tous les acteurs qui m'ont dit non, moi, je ne prends pas position parce que ça va m'empêcher de raconter toutes les histoires. Faux. C'est parce que toi, tu feras un dialogue, tu pars de quelque part et tu seras en dialogue avec le texte que tu es en train de dire et avec l'histoire que tu es en train de raconter. C'est parce que tu seras en dialogue avec ça que ça va, moi, en tant que spectateur, ça va m'intéresser de voir ce que toi, ta proposition d'artiste là-dedans. L'artiste neutre, pardon, mais je veux pas voir le film. C'est simple. Et on voit aujourd'hui, il y a un petit problème de fréquentation dans les cinémas. Sans déconner. Arrêtez. Vos outils, vous écrivez des scénarios et vous l'admettez en plus, c'est sexy. Vous écrivez des scénarios avec l'IA. Arrêtez. C'est pas intéressant. Il y a très peu de production culturelle dans le cinéma liée à la Palestine, à part le film La Voix de Hind, et qui est produit par Kauthar Ben-Henia, si je dis pas de bêtises. Qui est réalisé par Kauthar Ben-Henia. Mais dans le cinéma français, j'ai pas de souvenir récent de produits culturels. Il y a le film de Lina Swalem, il y a Bye Bye Tibérian. Et puis il y a tous les... Et franchement, il y a tous les films à venir. Moi, je mets une pièce dans la machine en me disant ça va changer, vous n'êtes pas prêts. En fait, les boomers, le cinéma de papa qui reproduit constamment. En fait, on va faire le film qui a déjà marché il y a 2 ans, on va le reproduire à l'infini. Arrêtez, ça peut pas. Achetez-vous vos 3e maisons secondaires. Ok, ça va, vous êtes confortable sur plusieurs générations. Venez, maintenant, on prend des risques. Prendre des risques, ça va de pair avec... S'engager. Avec s'engager, avec risquer des choses. Quand tu fais des prototypes, quand tu fais un film, t'essayes quelque chose. C'est tellement triste de dire, voilà, on va déjà faire quelque chose qui marche, on va déjà faire l'affiche. Venez, on invente les choses ensemble. Ce sera tellement mieux.
On va revenir sur le... Je suis fâchée, là. Non, c'est très bien. On va revenir sur le concert du 9. Je voulais vous poser des questions plus générales sur l'art engagé, justement. Est-ce que vous avez des artistes qui vous ont donné envie à vous de vous engager, qui vous ont inspiré à vous engager, peut-être? Habibi, tu peux... Non. En fait, moi, mes stars dans ma vie, c'est mes amis. C'est très bien, tu peux les citer, tes amis, hein. Tu peux leur faire des big up. C'est ma famille, ouais. J'ai pas trop de rapport. Enfin, j'ai un rapport bizarre à la célébrité qui m'intéresse pas trop. Du coup, moi, c'est plutôt mes inspirations, elles viennent plutôt des activistes, quoi, et des mouvements politiques. Ouais. Que j'ai beaucoup suivi et dont je me suis beaucoup inspirée. Et je regrette qu'on ne soit pas plus d'artistes très engagés ouvertement. Donc du coup, moi j'ai des inspirations politiques qui viennent des mouvements queer radicaux, Bashback notamment, qui viennent de toutes les manifestations qui ont mené à la Pride, donc des femmes trans, noires, latinas aux États-Unis qui se sont mobilisées contre les keufs parce que la police aussi, au passage, qui est le chien armé de l'État colonial, où qu'il soit. Mes inspirations politiques viennent du black feminism, donc de l'afroféminisme, viennent des penseuses d'Afrique du Nord, évidemment, des combattantes et des combattants aussi. Et ouais, un peu toutes les personnes révolutionnaires, en fait, dans mon entourage intellectuel, quoi, et amical et de lecture, etc. Après, ouais, les artistes, ouais, je sais pas, je trouve que la culture de l'idolâtrie de la célébrité, elle est pas... Ouais, encore une fois, elle n'est pas très pertinente politiquement. Même le cinéma, enfin, je sais pas, moi, je m'en bats les couilles que le cinéma se saisisse de la question de la Palestine, parce qu'il y a cette phrase qui tourne pas mal, qui dit qu'un jour, tout le monde aura été contre ça. Mais moi, là, ce qui m'intéresse, c'est qu'on arrête le génocide, quoi. Vraiment, j'aimerais que, en fait, autant c'est important de faire de l'art et c'est important de se saisir des outils qu'on a en notre possession, à savoir, il ne nous reste plus que ça, la culture, là, et d'en faire quelque chose. Autant, vraiment, la priorité, c'est que nos voix ne soient que des vaisseaux vers, déjà, en un premier temps, l'arrêt du génocide. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que quand le génocide s'arrêtera, ce ne sera pas le dernier jour ce ne sera pas la fin, en fait, ce sera le jour zéro. Parce que là, ce qui vient de se passer, en fait, c'est de l'ordre de l'indicible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mot qui existe encore pour décrire ce qui vient de se passer ces 2 dernières années, en plus de toutes les années qui précèdent. Mais ce sera le jour zéro des conséquences que le monde va devoir affronter. En fait, je pense qu'on a 4-5 décennies, voire 6, voire le monde ne sera plus jamais le même, en fait, après s'être regardé en face, d'avoir laissé quelque chose comme ça se passer, quoi. Donc déjà, là, je trouve que la priorité, l'urgence, c'est d'arrêter, enfin de tout faire pour que ça s'arrête, quoi. Donc... Ouais, les stars, je sais pas. En fait, moi, j'ai perdu tout respect aussi, je sais pas pour vous, mais on parlait tout à l'heure des personnes qui ne sont pas engagées et tout. Il y a aussi un truc, je trouve, qui s'est déconstruit, mais profondément. J'ai perdu tout respect pour toute personne, quelle qu'elle soit, qui ne soit pas engagée. Mon top 5 de rappeurs préférés, il a beaucoup changé. Ouais, c'est ça, c'est que... Mon top 5 de personnes préférées, en général, pareil. Il a beaucoup changé. Mais ouais, c'est un truc qui, je trouve qu'il y a un truc qui a dégringolé, quoi. Bah, c'est pour ça que je te regardais et que je répondais pas, c'est parce que je vais faire à peu près la même... réponse, c'est-à-dire que moi, il n'y a pas d'artistes engagés qui m'ont... Il y a des moments, mais pour des raisons toujours assez intimes, qui n'ont rien à voir avec la lutte réelle. C'est l'entourage familial, moi, qui m'a... C'est que, pareil, je suis algérien, que j'ai une famille qui, du coup, évidemment, était déjà liée aux luttes décoloniales avant que le mot lutte décoloniale existe. Que, du coup, j'ai grandi dans une famille très politisée, qu'en plus, j'ai grandi dans une famille littéraire. Et que chez nous, on appelle ça la poésie de combat. C'est-à-dire que la poésie et la lutte politique, c'est la même chose. Et donc, j'ai jamais moi envisagé la prise de parole poétique autrement que comme un acte politique. Comme la poésie palestinienne, d'ailleurs. Oui. Et en fait, quand je t'entends parler des mécanismes et tout, je suis hyper d'accord avec le fait que c'est des mécanismes volontaires d'oppression. Et ton côté matérialiste, j'y adhère à fond. Et pourtant, tu as vu, moi, je me positionne à un endroit où j'essaye de rester dans l'intime déjà parce que je m'y sens un peu plus à ma place et que je me dis ok, mais quand ces mécanismes-là ils marchent sur des gens, comment on va les chercher eux, comment on continue à les toucher, pas à respecter leur peur quoi, mais à se dire ok, ils subissent ces mécanismes-là, ils n'ont pas conscience de ces mécanismes-là, ils n'ont pas grandi dans des familles politisées et tout.
comment, par notre pouvoir magique collectif, là, Par d'aller sensibilité aussi. d'aller dire Ouais. le sensible et dire l'endroit où, si tu vas dans très intimement, on devient toute la même personne, un truc comme ça. Ouais. Là, ils vont se rendre compte de ce qu'ils voient. Nous, on peut le dire, et eux, ils vont dire, ah oui, c'est vrai que je crois ça. Ah merde, c'est pas en adéquation avec mon comportement. C'est le petit espoir qui me reste. Et en fait, cette démarche-là, elle vient clairement pas de morceaux d'Ayam de ma jeunesse, elle vient clairement pas de Brassens que je respecte énormément, parce qu'il y avait quand même on rend quand même le truc sexy, nous. Ok. Et ça n'a pas sa place dans la vraie lutte. C'est ça que je veux dire. Qu'on rende sexy le fait d'aborder tel thème de société et qu'on en fasse un objet qui mélange la beauté sincère du sentiment et de la peine et l'esthétique. Ouais. Tout à coup, ça travestit quand même la lutte qui n'est pas esthétique, la lutte. Ok. Esthétiser la lutte, ça n'a aucun, à mon sens, ça n'a aucun sens. Ça va aider les moins concernés, peut-être, à avoir un premier contact sensible avec la lutte. Oui, c'est une initiation, quoi. Ouais. Mais si ta question, c'est ce qui nous a amené, nous, à ça, je crois que je ne vais pas répondre à votre place, on est d'abord politisé. Ok. On est d'abord profondément Après, politisé je dans peux nos dire que histoires. ma question est catastrophique. Hein. Non, au Moi, je sais contraire. pas. Moi, je suis peut-être un contre-exemple, hein, parce que moi, c'est le moment où je découvre. Voilà, j'ai pris son livre, c'est Karim Katan, où je rencontre. En fait, je connaissais pas de Palestiniens. J'avais pas rencontré de Palestiniens. Dans mon entourage de blanches actrices. Cette rencontre-là, elle est inouïe pour moi. Et là, il va y avoir un film qui va sortir qui s'appelle Palestine 36 de Anne-Marie Jassir, qui est une réalisatrice palestinienne. J'espère qu'elle va avoir plein de salles en France, qu'il y a quand même un endroit d'espace culturel, un peu, dont il faut... Je sais pas, je pense pas qu'il faut y mettre toute son énergie, mais... en tout cas, il faut s'en emparer aussi. Je discutais avec une amie actrice hier, Juliette Smadjar, respect, qui me disait, mais moi, je voulais être star de cinéma. Et puis à un moment, ça m'a plus intéressée parce que j'ai fait du théâtre et qu'il y a eu un rapport à la langue. Et elle se posait la question, elle disait, effectivement, puis ça va grandir, quoi. Mais elle se posait la question, elle disait, mais si moi, je veux plus devenir star de cinéma, ce sera qui les stars de cinéma? Pardon, hein. Et tout d'un coup, je me dis, ah ouais, attends, elle met le doigt sur un truc. Il y a une citation de Médine, si je pars avec les dégoûtés, il ne restera plus que les dégoûtants. Et tu vois, moi je me dis, cet espace-là, il existe. On a peut-être quelque chose à y faire. Ne nous dévalorisons pas, soyons un peu orgueilleux. Peut-être, on verra ce qu'on en fait, mais... en fait, il ne faut pas se suffire non plus de travailler sans un rond, de travailler dans l'ombre, de travailler... Réclamons aussi, et ça c'est un travail, et pour l'instant il y a encore des institutions publiques, réclamons d'apparaître au sein des institutions, réclamons d'apparaître dans les théâtres publics, réclamons des aides au CNC, parce que parce qu'on y a le droit, et c'est une manière de... L'État français, en fait, je veux pas cesser le dialogue avec l'État français, avec les institutions françaises. Je veux pas lui offrir ce cadeau-là. Je vais continuer à exercer mon droit à occuper l'espace public et je sais, en fait, en tout cas, s'il y a des... ne laissez pas tomber, si vous voulez être une star de cinéma et que vous êtes une personne racisée, je vous en supplie, faites-vous rêver et allez au bout. Je sais pas trop comment, mais en tout cas, ne vous laissez pas tomber à l'intérieur. Si c'est ça votre rêve, it's OK, ne vous laissez pas tomber à l'intérieur de ce rêve-là. L'espace, il est là, cet espace-là, public, il est là pour vous, quoi. C'est vrai. Ne pratiquez pas l'autocensure avant de vous faire censurer. Après, en tout cas, si ça arrive. Nous ne réjouissons pas des... Oui, c'est ça. C'est sûr. Par contre, ça va vous arriver. C'est possible. Naïra, peut-être finir avec toi, du coup. Est-ce que tu aurais un message à donner aux gens pour les motiver à venir le 9, pour venir pour le concert, mais aussi pour tout ce qu'il y aura derrière? On a parlé des workshops, on a parlé des stands qu'il y aura. Le média sera là, évidemment. Et peut-être un dernier mot, oui, pour motiver les gens à venir. Je pense que c'est
c'est un moment propice à montrer notre soutien au peuple palestinien, tous dans notre individualité, mais surtout dans le collectif, pour affirmer que notre humanité commune peut toujours faire front face à la fascisation montante et internationale, et que c'est quand on fait union et quand on fait collectif qu'on peut faire avancer les choses et on est capable de faire grand. Parce qu'il faut savoir que tout l'argent récolté lors de ce concert va être directement redistribué à Médecins sans frontières pour un fonds d'urgence dédié à Gaza. Donc c'est important aussi de le préciser, que les gens savent aussi que leur argent va servir directement. Et pour qui, surtout, je pense que ça va être aussi, au-delà de l'aspect engagement, un réel moment de plaisir. Parce que le line-up est fou. Et parce qu'on Il y a aura une des exclue de artistes, Naira, du coup. Mais le line-up est fou. Moi-même, j'ai hâte en fait de voir plein d'artistes. J'ai hâte de voir Habibic, j'ai hâte de voir Malik, j'ai hâte de voir Aurora, j'ai hâte de voir Naïd El Routi, que j'adore. Voilà, j'ai hâte de voir. Il y a plein d'artistes que j'ai envie de voir aussi et qui me touchent dans leur art respectif. Et puis, enfin, c'est surtout ça, c'est que on puisse faire une vraie communion artistique autour de différentes disciplines et qu'on puisse valoriser et mettre en avant toutes les cultures qui justement sont ancrées dans ce qu'on appelle l'engagement ou le militantisme, alors qu'en vrai, c'est juste nous, quoi. Venez, on se célèbre ce jour-là et on célèbre une cause qui nous tient tous et tout à cœur depuis toujours et qui justement va avoir un effet concret directement sur les populations palestiniennes via des associations déjà sur le terrain, déjà engagées. Donc voilà, vous pouvez allier l'utile et l'agréable. Vous pouvez venir faire une manifestation et en même temps être utile et en même temps kiffer. Donc venez. Je pense Belle qu'on gosse. n'aurait pas pu mieux finir. Merci à vous quatre d'avoir accepté notre invitation. On vous retrouve donc le 9 décembre au Zénith de Paris pour l'événement Together for Palestine. Et merci à vous de nous avoir suivis. Notre média ne vit que grâce à vous et à votre soutien. Pour faire face aux médias, des milliardaires et continuer à vous informer, le média a lancé sa riposte, une campagne de financement citoyenne. Alors parlez-en autour de vous. Et si vous le pouvez, rejoignez la lutte sur campagne.lemediatv.fr. Bonne suite des programmes sur le média.